Et en tant qu'auteur, un truc très important pour moi, c'est que, quand on se retrouve dans la situation de négocier un contrat, par exemple, faut toujours penser qu'on négocie pas que pour soi, mais pour les autres auteurs qui arrivent derrière et c'est très important, voilà, de faire attention, et de se renseigner sur tout ce qui est, clauses, abusives, sur les droits d'auteur, sur, plein de choses comme ça et d'essayer justement de faire stopper certaines pratiques, tu des éditeurs qui se disent: «Oh bah, on a toujours fait comme ça parce que personne, ne leur a dit: "Moi, je n'accepte pas cette condition"». Donc, voilà, c'est important d'essayer de tirer tout le monde vers le haut, en tirant son propre contrat vers le haut. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écrisunroman.fr, formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, très contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du Café des auteurs où je reçois Betty Piccioli. Alors Betty, elle écrit des romans jeunesse, jeune adulte et adulte, des livres dont vous êtes le héros, elle fait aussi de l'auto-édition et entre tout ça, elle arrive à défendre les droits des auteurs au sein de la Ligue des auteurs professionnels. C'est donc une autrice multifacette que je suis très très contente de te présenter aujourd'hui. Avant de te laisser avec l'épisode, je voulais vraiment saluer le courage de Betty qui a contribué à une enquête sur le sexisme dans l'édition et a témoigné dans une table ronde à ce sujet au Festival des Imaginales d'Épinal, très forte et émouvante, et elle a également reçu un prix lors du festival, et pareil, son discours est très intéressant, mais j'ai reçu Betty avant les Imaginales. Donc je te mettrai les liens pour découvrir la table ronde et le discours de Betty, et je vais te laisser avec notre épisode qui devrait déjà quand même t'apporter plein de choses, et notamment de très bons conseils de la part de Betty pour les jeunes auteurs, et peut-être que je la réinviterai un jour pour parler de ces thématiques. Nous allons parler de ses débuts d'autrice, de sa méthode d'écriture, de confiance en soi, de son style d'écriture, puis de comment faire de l'écriture interactive des livres dont vous êtes le héros, de son engagement au sein de la Ligue des auteurs professionnels, et on terminera par les conseils de Betty pour les jeunes auteurs. Bonne écoute! Et on est avec Betty Piccioli. Hello Betty, et merci de ta présence au Café des auteurs. De rien, avec plaisir. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être de dire quelques mots sur toi et tes livres et tout ce que tu fais, et puis on attaquera les petites questions. Ok, ça marche. Du coup, moi, c'est Betty Piccioli, je suis autrice. Ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ça à temps plein en activité principale. J'ai pour l'instant sorti 7 livres, principalement en jeunesse et en ado, young adulte, dans les domaines de l'imaginaire la plupart du temps. J'écris aussi des livres dont vous êtes le héros, des murder parties, ce genre de choses. Et à côté de ça, je suis au conseil d'administration, enfin conseil syndical maintenant, de la Ligue des auteurs professionnels. Yes, et on aura l'occasion d'en discuter, je pense. Et du coup, ce que je me dis, peut-être pour commencer, ça serait, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé pour le début de cette belle carrière-là? Par quoi ça a commencé finalement? Ou ta première publication peut-être en maison d'édition? Ma première publication, c'était AI, Amis imaginaires chez Castelmore. Donc en 2018, ça a été assez long de le faire publier parce que j'ai bien mis 2 ans avant d'y arriver. Et puis après, il y a eu un petit, quasiment 2 ans de latence avant la deuxième publication. Et ensuite, tout s'est vraiment pas mal enchaîné. Mais sur le coup, ça a mis du temps à se mettre en place. Et voilà. Et du coup, comment t'as fait en fait? Tu avais envoyé vraiment ton manuscrit à Castelmore comme ça ou Alors, moi, j'avais fonctionné avec notamment les Imaginales, donc à Épinal. J'avais envoyé le manuscrit une première fois à plein de maisons d'édition,
jeunesse qui pouvaient être intéressés par ça. Donc, c'était un peu spécifique. C'était du fantastique jeunesse, un peu thriller, tout ça. Et j'avais eu plusieurs refus argumentés, donc ce qui est quand même assez rare au final. Et donc, en fait, j'avais décidé de retravailler le livre en fonction de ces refus-là. Et en fait, 1 an après, il y avait les Imaginales et du coup, j'ai fait le speed dating, avec les éditeurs là-bas, pour présenter, ce roman à plusieurs éditeurs. Et il se trouve que, du côté de Castelmore, l'éditrice je lui avais déjà envoyé, l'année d'avant, aux Imaginales et qu'elle l'avait pas encore lu. Donc, ça faisait 1 an qu'il était dans sa boîte mail. Donc je lui ai dit, ben: «Ça a l'air de vous plaire ce que vous lisez là pendant le speed dating, donc je peux vous le renvoyer en nouvelle version». Et en fait, à partir de là, c'est allé, assez vite. Elle a mis 3-4 mois, à me répondre et à me dire oui. Et du coup, voilà comment ça s'est fait à l'époque, pour le premier livre. Ah ouais, c'est marrant que ça soit une éditrice à qui t'avais envoyé et puis finalement speed dating, ça montre aussi que c'est quand même peut-être plus efficace de parler directement à l'éditeur et d'échanger avec lui plutôt que d'envoyer comme ça le manuscrit un peu de manière anonyme, je pense. C'est ça, ouais. Honnêtement, oui. Et du coup, donc c'est au niveau de tes dernières sorties. Alors j'ai vu que tu avais sorti plusieurs choses cette année, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tu veux nous faire un résumé. Alors, cette année, donc 2021, en mars, j'ai sorti, 2 livres, chez Larousse, jeunesse. C'est des livres, dont vous êtes le héros, pour les enfants, qui sont en fait, c'est une petite collection qui s'appelle Dans la peau 2. Et en fait, c'est des livres-jeux, assez courts, avec des énigmes et cetera. Donc il y en a eu 2 et il y en avait un, c'était, sur une danseuse étoile et le deuxième, c'est sur un agent secret. Et ensuite, j'ai sorti en juin, fin juin, début juillet, un livre auto-édité, cette fois-ci pour les adultes, qui s'appelle «Les demoiselles d'honneur préfèrent les kits». Voilà. Ah, alors je me suis mélangée quand j'ai parlé de Lunason. Ouais, c'était l'an dernier, ouais. Ah, c'était l'an dernier. Ça marche. En tout cas, c'est riche en actualité. Est-ce que pour tenir ce planning, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu prépares tes romans à l'avance ou est-ce que tu te laisses plutôt guider? Alors, ça dépend des projets. Ces dernières, 2020-2021, j'ai quand même sorti, 3 bouquins, sur commande. Donc c'est-à-dire, c'est des maisons d'édition qui m'ont demandé, d'écrire des livres en particulier avec un cahier des charges particulier. Donc la collection avec Larousse, jeunesse, c'est ça. Et Qui a tué Luna-san, c'était ça aussi. Hmm. Donc là, forcément, il y a un calendrier qui est défini en avance avec, la maison d'édition, donc il faut s'y tenir, donc forcément, c'est de l'écriture un peu contrainte, mais voilà, ça fonctionne, même si moi j'ai tendance à pas mal écrire, un peu dans l'urgence, en dernière minute. Donc ouais, les derniers jours étaient compliqués à chaque fois qu'il fallait rendre un manuscrit, mais bon, au final, ça s'est fait. Et après, pour mes autres, livres, 2020 et début 2021, j'ai pas vraiment pu travailler du coup sur des projets perso, mais j'ai quand même, prospecté, on va dire, auprès des éditeurs, pour organiser, mon planning, pour la suite. Et donc là, je travaille sur, la suite de Chromatopia, qui s'appelle Robustia et qui du coup a été signé avec Scrinéo. On a travaillé avec mon éditrice, le synopsis, en amont, de l'écriture, pour avoir quelque chose de déjà, cadré. Et du coup, là, je suis en écriture là-dessus jusqu'à fin janvier, début février, en comptant un peu les corrections. Et voilà, et après, j'organise la suite de mon planning avec d'autres projets qui vont pas être de l'écriture, de romans, à proprement parler, mais voilà. J'essaie quand même d'avoir un seul projet à la fois parce que j'arrive pas trop à écrire plusieurs livres en même temps, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ça fait varier comme registre en fait entre le roman pour adultes, de la jeunesse, les livres dont vous êtes le héros. Et du coup, ouais, tu privilégies un projet à la fois pour pas trop t'éparpiller, peut-être. Ouais, c'est ça. J'ai tendance à pas trop, enfin, à plus trop savoir où donner de la tête quand j'en ai deux ou trois en même temps. Même si je l'ai déjà fait, mais du coup, je prends souvent un peu moins de plaisir. C'est plus mécanique. Donc, je préfère me dire, là, je fais 3 mois sur tel projet, puis 2 mois sur tel autre, sachant que ben, quand je dépasse, du coup, je décale la suite. Donc, c'est pas forcément toujours évident en termes de planning, mais du coup, c'est mieux pour moi de fonctionner comme ça, quoi. Et est-ce qu'il y a une différence entre tes débuts? Je sais pas si au début tu faisais aussi des synopsis ou si c'est quelque chose que tu fais surtout en ce moment avec vu qu'il y a des cahiers des charges des éditeurs, etc. Bah, en fait, avant, j'étais un peu plus libre, entre guillemets. C'est-à-dire que ben, comme j'écrivais pour moi, s'il n'y avait pas de synopsis vraiment préparé, c'était pas très grave. Même si moi, j'aimais bien en faire quand même. J'aime bien me préparer à l'avance, mais il y a toujours entre, on va dire, 10 et 30% du bouquin qui est pas, que j'avais pas planifié à l'avance et qui arrive pendant que je l'écris. Là, c'est toujours le cas, parce que mes synopsis, même si je les prépare et tout, il y a toujours quand même des petites surprises, des choses, qu'on n'avait pas prévues et qui se rajoutent. Mais du coup, oui, maintenant, c'est plus compliqué dans le sens où, oui, il faut que je présente à mes éditeurs, quelque chose en amont, d'abouti, avant l'écriture. Après ça facilite aussi l'écriture puisque ça raccourcit le temps d'écriture vu que les corrections ensuite sont pas moins importantes vu qu'on s'est mis d'accord avant sur, le contenu donc il y a moins de choses à modifier, quoi. Ouais, effectivement. Et puis, je suppose que c'est plus le côté équipe, puisque là, il y a quelqu'un qui attend avec le synopsis qui a été vu avec lui. Peut-être que ça motive aussi. Ouais, c'est différent comme, façon de travailler, moi j'aime bien. Ça a un côté un peu bêta lecture, j'en ai fait pas mal, donc ça va, ça me rappelle, ce genre de choses. Ouais, effectivement, c'est vrai. Et du coup, ça m'évoque une question qui est que justement, on avait Aurélie Wellenstein, que je crois que tu connais un peu, qui nous avait conseillé. Enfin, elle disait qu'elle préférait vraiment écrire la porte fermée à la Stephen King, quoi, attendre vraiment avant justement d'être relu. Est-ce que toi, du coup, tu écris vraiment pour toi et il y a après la phase où tu l'envoies, ou est-ce que il y a quand même un peu une implication de l'éditeur avant? Hem, alors moi j'aime bien quand même, ouais, comme Aurélie du coup, finir le livre d'abord, ou alors, finir au moins, un arc par exemple, voilà, j'ai quand même besoin de ça. Après comme je me relis pas mal, au fur et à mesure, mes premiers jets sont assez aboutis puisqu'il y a eu des corrections pendant le premier jet, de ma part. Mais oui, 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 je préfère quand même être, dans mon truc à moi. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas envoyer, chapitre par chapitre, à mon éditrice. Mais un arc complet ou le manuscrit complet si possible, je préfère effectivement, faire comme ça. Et c'est quelque chose que l'éditeur te demande ou pas forcément? Pour l'instant, j'ai des éditeurs qui ont été assez, compréhensifs de mon propre rythme, et qui m'ont proposé soit qu'on bosse, au fur et à mesure ensemble, soit que je fasse d'abord, des blocs ou le livre entier avant d'envoyer. Mm. C'est pas toujours évident, si la deadline est assez proche, mais en général, pour l'instant, ça s'est plutôt toujours bien passé. C'est vrai que c'est assez intriguant d'imaginer comment ça se passe une fois qu'il y a, enfin, que ce soit le côté commande. Moi, j'aime pas trop ce mot, je trouve que ça fait un petit peu, un petit peu catégorique, quoi, parce que c'est quand même un travail d'équipe, je trouve. C'est intriguant, je pense, pour les jeunes auteurs, du coup, qui nous écoutent, de se dire que c'est aussi possible d'écrire et que dès le début de l'écriture, c'est un projet en équipe, finalement. Ouais, c'est ça. Au niveau du coup de la confiance, parce que c'est un sujet que j'aime bien aborder, est-ce que tu trouves que tu as plus confiance en toi maintenant et par exemple sur ce genre de projet où il y a quand même l'implication d'autres personnes, etc. Alors, j'ai une confiance, différente.
et qui va un peu varier selon les périodes. Il y a des moments où ça va, où tu es content de ce que tu as fait et cetera. Il y a d'autres moments où tu te dis que c'est nul. Ouais, ça dépend un peu, des périodes et puis aussi, des éditeurs avec qui je bosse. Tu as ceux qui sont vraiment, enfin, de manière générale, j'essaie quand même de bosser avec, des éditeurs et plutôt des éditrices, heu, qui, hem, qui sont, raccords avec ce que moi j'ai comme vision, de mon écriture et de mon histoire et de mes personnages et tout. Je pense que c'est quand même un peu la base. Mais sur des projets de commande, c'est pas toujours évident parce que du coup, enfin, ça m'est déjà arrivé de bosser par exemple, sur un bouquin avec des personnages qui ne sont pas les miens et hem et avec des changements, d'éditrice en cours de route et là, les choses sont plus compliquées. Bah, d'ailleurs pour ce projet, ça a fini par, se finir tout simplement. J'ai pas souhaité, voilà, et ça s'est arrêté, plus tôt que prévu, enfin non, justement, bien plus longtemps après que prévu, parce que, mais en n'ayant pas abouti, parce que c'était trop pénible et ça me convenait pas du tout comme façon de travailler ensemble. Donc ouais, heu, là, la confiance était pas folle, heu, parce que quand on remet en cause, toi, tes pratiques, tes façons d'écrire et tout, tu te dis: «Ah ouais, quand même», puis après tu réfléchis, tu te dis: «Mais attends, en fait, c'est eux qui ont merdé depuis le début sur tel point, donc en fait, le problème, c'est pas moi, c'est la maison d'édition, donc bon, écoutez, je m'en vais, trouver quelqu'un d'autre et puis, je vais aller faire, je vais aller écrire avec des gens qui ont envie d'écrire avec moi». Ça sera plus simple. Mais c'est pas toujours évident à faire. Ouais, ça me fait penser, sur le podcast, on avait reçu Fanny André qui nous disait, mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que, enfin, les jeunes auteurs ont sûrement un peu l'impression, et je pense que même moi, dans une certaine dimension, l'impression que, ah, bah, une fois que t'es publié, entre guillemets, c'est bon, tu vas avoir confiance, ça va bien se passer. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que, au contraire, comme tu le dis, tu peux avoir une mauvaise expérience avec une maison, tu peux avoir une mauvaise expérience sur un projet, il peut se passer des tas de trucs, tu peux avoir un super projet qui se passe bien, mais qui est mal accueilli par des lecteurs. Enfin, aujourd'hui, tout est un peu possible, et je trouve que c'est quand Ouais, même pas facile, je pense, comme métier. la question des ventes aussi qui peut te peser, alors que honnêtement, ça dépend pas de nous, mais souvent de la maison d'édition. En fait, on ne se rend pas vraiment compte, mais une fois qu'on a signé le contrat, il y a plein de choses encore qui peuvent mal se passer et qui sont pas du tout, dues à l'auteur, en fait. Et voilà, des maisons d'édition qui font pas de promo ou le fait que tu sois un jeune auteur et que pour eux, tu pas encore, enfin, tu pas à mettre en avant, du coup, on te laisse un peu sur le côté et éventuellement, peut-être qu'il y aura une bonne surprise et que ton livre marchera tout seul. Enfin bon, bref, c'est pas toujours évident, quoi. C'est ça. Mais c'est quand même bien, je trouve, de le dire. Voilà, on vend pas trop du rêve, mais en même temps, je trouve que c'est important d'en être conscient et de le rappeler. Et ça me fait aussi penser, donc, à l'épisode 6 du podcast sur un peu les erreurs à éviter quand on signe un contrat avec une juriste, un épisode qui, je trouve, est d'utilité publique pour éviter de déjà s'embarquer dans la mauvaise direction. Fin de la parenthèse. Bon, on va changer un peu de sujet, on va aborder des trucs un peu plus sympas, et notamment, je voulais te demander, toi qui écris pour de la jeunesse, voire un peu, ouais, jeunesse jeune, entre guillemets, jeune adulte et adulte, du coup, comment tu adaptes ta façon d'écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez naturel? Oui, ouais, après, hem, moi, j'ai pas vraiment il y a des auteurs, ils ont vraiment un style, très défini, toujours, de la même façon d'écrire. C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis, mais tu les reconnais dans leur façon d'écrire et voilà, mais moi, c'est pas vraiment le cas. J'aime bien écrire de façon différente et comme, j'écris, à la première personne du singulier, au présent, moi, je suis beaucoup dans l'idée que je me mets vraiment à la place, de mon narrateur. Donc heu, donc en fait, j'adapte mon style, en général au narrateur et son âge, d'où il vient, ce qu'il fait, et c'est un truc que j'aime bien. Donc du coup, le niveau de vocabulaire et cetera va pas mal bouger en fonction, de la personne, qui est mon narrateur, quoi. Ouais, le vocabulaire, mais pas forcément le style, parce que tu restes dans quelque chose d'assez, de la portée de tout le monde, finalement.
Oui, oui, Ça. ouais, c'est ça. Après, voilà, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une façon d'écrire très reconnaissable. Il y a des choses que je vais toujours faire un peu de la même façon. Donc, déjà, première personne du singulier et présent, ça, c'est toujours le cas. Mais après, voilà, j'ai un peu l'impression d'être un peu caméléon et de pouvoir faire différentes choses. C'est pour ça aussi, je pense que les contrats de commande, ça me va bien aussi parce que je suis assez adaptable à ce qu'on me demande et sans forcément apposer ma patte à moi fortement, quoi. C'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais tu publies dans des genres quand même très variés parce qu'entre enfin, les Demoiselles d'honneur, alors on est plus sur du je sais pas feel good Ouais. contemporain. Chromatopia, c'est de l'imaginaire. Je sais pas si c'est de la fantasy. Pas vraiment, mais c'est médiéval, c'est assez dystopique. Ouais. Ah oui. Ouais, et puis puis jeunesse. Enfin, c'est vrai que c'est drôle que tu puisses utiliser entre guillemets le présent et la première personne à chaque fois finalement. Ouais, après, c'est vrai que c'était un truc en France où c'était pas très développé. Et c'est vrai que ces dernières années, ça s'est beaucoup développé, avec notamment le young adulte qui est pas mal venu sur le devant de la scène. Moi, c'est un truc qui me correspond. Enfin, c'est comme ça que j'aime écrire, parce que c'est vraiment ce truc d'avoir l'impression d'être au plus proche de mes personnages et de mon narrateur. Et moi, c'est vraiment l'aspect psycho qui m'intéresse quand j'écris. Donc, du coup, moi, ça me convient bien d'écrire comme ça, quoi. Ouais, on est, comment dire, l'immersion pour le lecteur est encore plus intense quand on écrit comme ça, je suppose. Ouais, enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, quand j'écris, d'être vraiment au plus proche de l'action parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'intermédiaire, on va dire, entre le narrateur et moi, quoi. C'est intéressant parce que c'est pas forcément comment dire, un style qu'on voit beaucoup, je trouve. Alors effectivement, un petit peu plus en jeune adulte parce que c'est un peu plus moderne peut-être. Mais bon, je me dis peut-être aussi que on est influencé par ce qu'on a lu et moi j'ai très peu lu de romans à la première personne finalement. Bah ça n'aide pas. Du coup, au niveau de ces livres que tu écris, qui sont des livres dont vous êtes le héros, etc., ça m'intrigue un peu parce que c'est quand même assez éloigné, entre guillemets, je pense, de l'écriture de fiction. Il y a aussi tout un côté logique, j'imagine, jeu de piste. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Enfin, comment ça t'est venu? Alors moi, en fait, avant et pendant que j'ai commencé à écrire, enfin non pas à écrire, mais à quitter ma précédente carrière pour me mettre à temps plein sur l'écriture, j'ai eu un passage où pendant 2 ans, euh, j'ai été maître du jeu dans un escape game. Et donc, je me suis pas mal passionnée pour les escape games. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait, je crois, plus de 80. Donc, c'est un truc que j'aime vraiment bien. Et du coup, ben, le côté jeu de piste, énigme, etc., j'ai beaucoup décortiqué. C'est un truc, voilà, j'ai un peu baigné dans ce milieu-là avec d'autres personnes assez passionnées par le jeu de rôle, ce genre de choses. Et en fait, moi, j'écrivais aussi des murder parties, d'abord pour des événements perso, et ensuite j'en ai fait aussi pour des événements pro. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas allier les deux. Je savais que les livres-jeux, les livres dont vous êtes le héros revenaient un peu à la mode justement grâce aux escape games. Et donc, ben, j'ai commencé à démarcher des maisons d'édition avec cette double casquette-là, parce qu'il y a peu d'auteurs en fait qui sont formés et capables de faire à la fois l'aspect littéraire et l'aspect justement jeu, logique et tout. Et ça, bah, ça a très bien marché, puisque j'ai eu trois propositions assez vite sur le sujet. Et du coup, bah, c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans. Après, je me suis formée seule parce que les maisons d'édition elles-mêmes ne savaient pas vraiment comment faire. Donc voilà, j'ai acheté des bouquins, j'ai essayé de me former seule. Et, euh, et alors pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Là, les synopsis, c'est vraiment très, très détaillé
avec un logiciel spécial pour faire des arborescences, avec plein de choses comme ça à côté. Et d'ailleurs, j'en ai fait une masterclass qui sort très bientôt dans l'école de Cécile Duquesne, l'école d'écriture 2.0, sur justement initiation à l'écriture interactive, ça s'appelle. Donc, comment écrire des livres-jeux, des livres dont vous êtes le héros, et plus globalement de l'écriture interactive avec des choix dans le texte. Voilà. Ah bah génial, on mettra le lien dans l'épisode. Super, c'est très intéressant, je trouve, parce que là, effectivement, la dimension n'est plus du tout la même, comme tu dis. Je connaissais pas les logiciels, mais effectivement, ça semble logique quand on l'entend comme ça. Et donc, on vient à une question qui me tenait à cœur, c'est ton engagement, du coup, au sein de la Ligue des auteurs professionnels. Pareil, en fait, comment ça t'est venu? Est-ce que ça fait longtemps aussi? Et pourquoi cet engagement? Alors en fait, moi, avant d'écrire, j'avais une carrière dans la politique, et j'ai toujours été assez engagée et militante, plutôt côté social, écologie, etc. Et en fait, dès que j'ai commencé à m'intéresser au milieu littéraire, à vouloir rentrer dedans et tout, je suis passée par l'aspect réseaux sociaux, et je suis assez vite tombée sur les réseaux sociaux d'auteurs assez engagés. Je pense notamment à Samantha Bailly, du coup à l'époque à la charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Donc voilà, j'ai pas mal suivi tout ça. Et il y a eu notamment, je crois que c'était en 2018 ou 2017, je sais plus, 2017 peut-être, le début de Paye ton auteur, donc qui est un mouvement justement pour protester contre le fait que les auteurs en salon ne sont pas payés. Et du coup, avant même d'être publiée, j'étais déjà sensibilisée à pas mal de choses sur tout ce qui ne va pas dans le milieu. Et assez logiquement, dès que j'ai été publiée, j'ai voulu rentrer et aider, on va dire, dans ce type d'organisation. Ça correspondait à la création de la Ligue des auteurs. Du coup, je me suis tout de suite portée volontaire pour aider. Et puis au bout d'un an, il y a eu les élections, je me suis présentée, donc je suis rentrée au conseil d'administration. Et voilà, me voilà 1 an et demi plus tard, toujours là. Il y a toujours autant de boulot, voire plus. Donc oui, beaucoup, beaucoup de taf. Et par exemple, sur quoi vous travaillez? Alors en ce moment, En tout cas, où toi, tu as joué un rôle, je veux dire. là, pendant 1 an, on a travaillé sur des lives. Donc c'était un jeudi soir sur 2 sur Twitch. On a fait 25 lives sur la situation des auteurs, le statut des auteurs, avec à chaque fois des entrées très particulières. Et on invitait des juristes, des spécialistes, des auteurs, d'autres organisations professionnelles, pour parler pendant 1 heure et demie de tous ces sujets, avec des petites vidéos explicatives qui sont toujours disponibles sur des points précis du droit d'auteur. Moi, je me suis beaucoup occupée de l'organisation de ces lives. C'est ma voix qu'on entend dans les vidéos. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses comme ça. C'était super intéressant, mais extrêmement prenant, parce qu'une vidéo toutes les 2 semaines, 1h30 de live tous les 2 semaines, il faut quand même y arriver. Là, en ce moment, on travaille sur un document qui est les 30 propositions en fait, qu'on fait pour les candidats à la présidentielle. 30 propositions sur comment améliorer le statut des auteurs, et plus largement, comment améliorer la situation dans le milieu artistique et littéraire. Donc voilà, en ce moment, on sort une proposition par jour pendant 30 jours pour montrer un peu la vraie situation et comment l'améliorer, quelles sont les propositions pour ça. Et puis forcément, avec les enquêtes qui sont sorties dans la presse sur la question du harcèlement sexuel dans le milieu de l'édition, je me suis pas mal mise sur ce dossier-là. Il y a des choses qui se passent avec d'autres organisations professionnelles, notamment côté éditeur,
Du côté des salons aussi, voilà, il y a des réflexions qui s'engagent, des propositions qui se font, des groupes de travail, donc pas mal de boulot aussi sur ce sujet. Ouais, ça fait un vaste programme et c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, merci pour les auteurs. De toute façon, je pense que je partagerai dans le podcast les liens pour aller retrouver les live Twitch peut-être et suivre et soutenir la Ligue. Euh, et et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, auteurs, pour vous aider, peut-être, ou au moins pour soutenir la Ligue? Bah, alors déjà adhérer, c'est bien, si c'est possible parce qu'on a quelques petites, il y a quelques conditions pour adhérer, en général, il faut avoir, publié au moins un livre, mais ça peut être aussi de l'auto-édition, donc il y a pas de souci, et l'adhésion est vraiment pas chère, il me semble qu'on est à 15 € actuellement, par rapport à d'autres pour l'année. Beaucoup d'autres organisations sont plutôt au-dessus de 50 €, donc voilà, comme on débute, voilà, on y va doucement, sur les cotisations, voilà, adhérer pour qu'on ait le plus de monde possible, et puis pas hésiter à relayer, ce qu'on fait, ce qu'on dit, et en tant qu'auteur, un truc très important pour moi, c'est que, bah, quand on se retrouve dans la situation de négocier un contrat, par exemple, il faut toujours penser qu'on négocie pas que pour soi, mais pour les autres auteurs qui arrivent derrière, et c'est très important, voilà, de faire attention, et de se renseigner sur tout ce qui est, clauses, abusives, sur les droits d'auteur, sur, plein de choses comme ça, et d'essayer justement de faire stopper certaines pratiques, tu des éditeurs qui se disent: «Oh bah, on a toujours fait comme ça», parce que personne, ne leur a dit: «Moi, je n'accepte pas cette condition», donc voilà, c'est important d'essayer de tirer tout le monde vers le haut, en tirant son propre contrat vers le haut, quoi. Et pour être passé par là, quelle galère quand on est le petit auteur qui a encore soit rien, soit peu publié face à la maison d'édition, c'est vraiment difficile, même en étant très éduqué, je voulais dire, sur ce sujet, même en ayant consulté une juriste avant, quand on est là et qu'on doit expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec cette clause, c'est pas facile. Ça marche, on mettra bien les liens pour vous soutenir et adhérer. Au niveau du coup des conseils que tu donnerais peut-être à de jeunes auteurs, donc on a déjà parlé du contrat de la Ligue, mais peut-être aussi pour leur carrière. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes auteurs qui nous écoutent? Les premiers conseils, c'est d'être patient, et d'être patient avec soi-même et ses textes, donc de pas hésiter à les corriger, à les reprendre, à les laisser de côté si on n'est pas sûr, et voilà, vraiment avoir, une démarche professionnelle, quand on se présente, aux éditeurs, et dans sa façon voilà, de le faire tout simplement. Ne pas se sentir, inférieur aux éditeurs. C'est un rapport de confiance, mutuel, c'est un partenariat, il y a pas de lien de subordination. Donc nous, on arrive avec l'œuvre, ce qui n'est pas rien, et donc ben, effectivement, il faut, prendre un peu confiance en soi et en son œuvre. Si un éditeur est intéressé, c'est qu'il a ses raisons et que, le contenu vaut le coup. Donc voilà, il faut défendre, sa vision, de son œuvre, comme on peut, et puis, je dirais, important, de bien s'entourer, dans le sens où il ne faut pas rester seul, dans son coin. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont assez développés, et il y a beaucoup d'entraide entre les auteurs, donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à demander de l'aide, et à ne pas vraiment rester seul face à ces problématiques. Et c'est des très bons conseils, effectivement. Ça m'inspire une dernière petite question bonus, du coup, parce que je trouve que, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent, et en général positives. Il y a de l'entraide, comme tu dis. Il y a plein de personnes, par exemple, publiées qui partagent leurs conseils, leurs expériences, etc. Mais il y a aussi un état d'esprit un peu bizarre quand on voit peut-être ses collègues qui sont en train de tous de publier et que nous, on n'avance pas, ou qu'on a un truc qui tombe à l'eau. Ça peut aussi y avoir
un revers de médaille. Je sais pas si, je sais que toi tu es encore active sur Twitter. Est-ce que tu as vécu ça et comment on fait d'après toi pour y échapper? Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça peut être. Parfois, on peut se dire que des choses sont un peu injustes. Après, honnêtement, je me rends compte, d'ailleurs, pas mal sur Twitter, qu'il y a beaucoup de gens qui brassent beaucoup de vent dans leur façon de communiquer, justement pour gérer leurs propres insécurités. Et on a l'impression d'être face à des gens qui réussissent absolument tout, qui sont hyper sûrs d'eux, de leur façon d'écrire, etc. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte que, bon, pas forcément, ou qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont sorties, ou que ça n'a pas forcément lieu d'être vu comme merveilleux. Donc voilà, faire un peu attention à ceux qui justement vont peut-être être dans des situations où ils ont envie d'aider, mais pas pour les bonnes raisons, plus pour se rehausser que pour vraiment aider. Donc voilà, et puis comme je disais, il faut être patient. Il y a des choses qui arrivent plus tard. D'autres gens qui ont la chance d'avoir des super réussites tout de suite. Il y a suffisamment de place dans ce milieu pour tout le monde. Donc, enfin, à partir du moment où on travaille suffisamment, en tout cas, il y a de la place. Donc voilà. Il ne faut pas se dire que parce qu'un tel aura réussi à sortir un bouquin dans la maison d'édition rêvée, que cette maison d'édition rêvée va fermer ses soumissions et ne plus jamais prendre notre bouquin à nous, quoi. Donc voilà. J'adore ce conseil, je suis tellement d'accord avec toi. Souvent, moi, les questions qu'on me pose, c'est mais j'ai l'impression qu'un tel a déjà écrit telle idée et c'était mon idée. Et ce que j'essaye de leur dire, c'est que l'idée, c'est 1% du livre finalement et que tout ce qu'on va faire d'autre, l'histoire, les personnages, notre patte, notre style, ça fera le reste. Et c'est OK. Bah, merci beaucoup, Betty, pour ces bons conseils. Alors, quelle va être ton actualité là? Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année prochaine? Alors, déjà pour cette fin d'année, donc dans quelques jours, il y a la masterclass qui sort sur l'école d'écriture de Cécile Duquesne, donc sur l'écriture interactive. Et ensuite, normalement, je ne sais pas encore quand exactement, parce qu'on est en train de finir les corrections, mais très prochainement, il devrait y avoir une série sur Rocambole, donc l'application Rocambole, qui s'appelle Le Serment interdit et qui est de l'anticipation en mode polar un peu futuriste. Voilà, donc d'ici la fin de l'année, j'ai tout ça. Ça fait déjà pas mal. Et ben, on va te suivre avec attention, surtout sur Rocambole. Moi, je suis assez fan de l'appli. Ouais. J'ai d'ailleurs consacré un épisode à Rocambole. Je remettrai le lien aussi pour ceux qui n'ont pas suivi. Bah, merci beaucoup, Betty. En tout cas, je pense que tes conseils vont vraiment aider les auteurs en herbe et les convaincre que quand on bosse et qu'on est patient, ça marche en fait. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast ou le partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.fr/hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des auteurs.